Bonjour à tous et bienvenue pour cette séquence sur l'énergie dans le cadre des rencontres Africa. Merci à vous tous d'être aujourd'hui connectés. Alors pour certains d'entre vous, notamment pour nos amis africains, il est tôt, je sais, il est tôt le matin, mais voilà, ça vaut l'effort parce que d'abord, c'est une journée qui est assez exceptionnelle, hein. On est plus de 600, ce qui est quand même connecté, et peut-être même plus là tout à l'heure. Donc, bravo à vous tous, on a une journée incroyable. Je vous présente juste à côté de moi Yvan de Dessus-le-Moustier, qui est le directeur général de l'AIRF. Bonjour Yvan. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour votre mobilisation aujourd'hui. Je souhaite que cette journée se passe très bien et soit vraiment la journée des solutions pour nos collectivités territoriales francophones membres de notre réseau international. Voilà, merci Yvan, on se retrouvera dans quelques instants. Alors, on a un très beau panel d'ouverture, hein, pour ces problèmes d'accès à l'énergie, et c'est vrai que l'initiative de l'AIRF, qui est assez unique, hein, parce que réunir autant de personnes, collectivités comme entreprises, en même temps pour une plateforme solution, c'est honnêtement, en 30 ans d'exercice du commerce international, c'est une des premières fois que je vois ça en digital, et je trouve que c'est vraiment intéressant. Alors, je tiens, en dehors du remerciement par rapport à cette initiative, qui est aussi en partenariat avec l'AFD, hein, donc qu'on écoutera tout à l'heure, et je vous propose d'accueillir dès maintenant Jean-Luc Boll, qui est le premier vice-président de la région Grand Est et qui est membre du bureau de l'AIRF et qui va avoir l'honneur et l'avantage d'ouvrir cette séquence et d'inaugurer un peu notre plateforme sur l'énergie. Bonjour, Monsieur Boll. Bonjour Marc. Ah, Monsieur Boll a coupé, ou ça a coupé son intervention. Il s'est figé. Ça commence bien. Ça, c'est toujours comme ça sur les plateformes digitales. On a fait malheureusement beaucoup de salons divers et variés. Et je peux vous dire que c'est souvent ce qui arrive. Ce que je propose, Yvan, c'est que tu nous dises peut-être un petit peu, en attendant que M. Boll se reconnecte, ce qu'est l'AIRF. L'Association internationale des régions francophones, c'est un réseau de collectivités territoriales d'un niveau un petit peu supérieur au niveau des communes. C'est le premier niveau décentralisé dans les États de l'espace francophone. Donc on accueille en France, en Côte d'Ivoire, au Maroc, les régions, mais on peut aussi accueillir l'adhésion des départements comme en République du Congo ou dans le pays du Sénégal, puisqu'il n'y a plus de région au Sénégal. Donc, on a à peu près 180 collectivités territoriales adhérentes, qui sont pour un grand nombre sur le continent africain, mais nous avons aussi des judettes en Roumanie, des collectivités territoriales aussi arméniennes, et bien sûr des régions françaises. Et notamment sur cet événement, nous avons eu le plaisir de pouvoir compter sur la mobilisation de la région Grand Est, de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc pour nous, c'est un événement très intéressant. On a en fait 5 priorités dans l'association qui ont été retenues suite à l'Assemblée générale de Bamako de décembre 2019. Ces priorités ont été impulsées par notre président, Monsieur Laurent Wauquiez, essentiellement autour de la francophonie économique. Il a souhaité vraiment que le réseau accompagne le rôle des régions dans le développement économique des territoires francophones. Donc, on a cette première priorité, la francophonie économique, qui est vraiment un axe très fort, et la journée elle vient ici illustrer ce fait. Nous avons aussi une priorité autour de l'affirmation du rôle des régions, l'appui à la régionalisation. Donc, c'est à la fois un rôle de lobby auprès des partenaires de la décentralisation, auprès des États, mais c'est aussi une action d'accompagnement des collectivités territoriales dans la mise en œuvre de leurs politiques publiques, avec des échanges, des sessions de renforcement de capacité et un travail de coopération interrégionale. Nous avons une troisième priorité autour de la jeunesse et de la formation de la jeunesse francophone. Nous avons un nouveau axe depuis l'Assemblée générale de Bamako, celui autour de l'environnement, les questions environnementales, accès à l'eau
et bien sûr accès à l'énergie. Donc voilà, ça illustre aussi aujourd'hui cette priorité. Et puis, depuis notre Assemblée générale de Bamako de 2019, nous avons une priorité géographique qui est l'accompagnement des régions dans les pays du G5 Sahel, dans un esprit de solidarité avec ces régions sahéliennes qui sont en difficulté sur un plan de développement et sur un plan aussi sécuritaire, vous le savez bien. Donc, on a ces 5 priorités et on met en œuvre tout au long de l'année des activités de renforcement de capacité, d'échange. Et alors aujourd'hui et depuis maintenant une année, on fait beaucoup ces activités par le digital et donc à distance. On a le soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour réaliser ces actions avec la délégation à l'action extérieure des collectivités territoriales qu'on entendra sur la conférence financement qui nous soutient fortement. L'Agence française de développement également nous soutient depuis 2 ans et on en est ravis. Et puis, on a une région française qui soutient beaucoup l'association depuis sa création, puisqu'elle fait partie des 3 régions fondatrices de l'association. C'est la région Auvergne-Rhône-Alpes qui préside actuellement notre réseau. Et donc, Monsieur Laurent Wauquiez est notre président. Malheureusement, il n'a pas pu se mobiliser aujourd'hui. Il commence à être très, très pris à l'approche de la campagne des régionales qui devrait arriver en France, normalement des élections en juin, vous le savez bien. Merci Yvan. Bon, on retrouve, j'espère, Monsieur Ball. Ah, voilà, je suis là. Voilà. Je suis vraiment désolé, j'ai un problème de connexion, mais je suis sur mon petit portable là, donc j'espère que voilà, tout le monde peut m'entendre et j'imagine que Yvan a pu exprimer un peu la démarche de l'AIRF que nous avons voulu avec l'ensemble de l'équipe promouvoir. Je crois qu'aujourd'hui, et nous en sommes évidemment tous convaincus, j'imagine, en cette journée, la francophonie a une valeur essentielle pour nous, en ce qu'elle constitue bien entendu un véhicule culturel, bien évidemment, le véhicule de cette langue magnifique que nous pratiquons tous et qui nous permet de nous connaître comme étant membres d'une même famille. Mais c'est aussi cet état d'esprit qui nous réunit aujourd'hui à travers cette réunion sur la francophonie économique, qui est une priorité stratégique de l'AIRF. Et donc cette volonté partagée et d'œuvrer à un développement durable, partagé, raisonné, au-delà de nos mers, au-delà de nos territoires, et réfléchir ensemble aux enjeux majeurs du développement et de l'accès à l'énergie en Afrique, afin de promouvoir non seulement un modèle économique dont la francophonie est un véritable moteur, mais aussi susceptible de jeter des ponts, de tisser des liens entre partenaires privés et publics, contribuant ainsi tous ensemble à cet accès pour tous à l'énergie dans les territoires, dans un élan commun d'une solidarité bien comprise. Et donc, voilà un peu cette dimension qui nous rassemble aujourd'hui, cette volonté partagée, cette volonté fraternelle et, j'allais dire, familiale. Et je souhaite, bien entendu, à toutes et à tous une journée extrêmement fructueuse de partage et d'échange autour de cette thématique-là. Et je suis heureux de passer le relais à nos différents partenaires, et je pense notamment à l'agence française de développement, et je suis très heureux qu'avec donc l'ensemble des partenaires et mon collègue Adama Diouf, vice-président de l'AIRF, nous puissions ensemble travailler sur ce qui est aujourd'hui, dans la période que nous traversons, cette période de crise sanitaire et aussi économique, un des enjeux primordiaux pour non seulement la sphère francophone, mais l'ensemble de la planète. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée. Monsieur Boll, je suis vraiment désolé que vous ayez eu un petit problème de connexion. Comme quoi, ça n'arrive pas non plus qu'en Afrique. Et voilà. Absolument. J'en profite pour problème d'accès à l'énergie. Et voilà. Ah oui, il faut travailler là-dessus.
Donc, je salue à tous nos amis africains qui sont connectés, puisque vous êtes plus de 200 de 90 collectivités différentes qui sont connectées ce matin. Bonjour à tous. Et ce que je vous propose, c'est d'entendre l'un d'entre vous, grâce à un reportage vidéo qu'on a préenregistré là pour le coup, parce qu'on voulait être sûr effectivement qu'il n'y ait pas de problème de connexion. Et donc, comme le disait Monsieur Boll, on a demandé à Adama Diouf, qui est aussi vice-président de l'ARF, qui est président du conseil départemental de Kaffrine et de l'association des départements du Sénégal, puis surtout aussi qui est ministre conseiller du président de la République du Sénégal, Macky Sall. Donc, on est allé enregistrer il y a quelques jours pour qu'il témoigne un petit peu de lui, sa problématique est telle qu'il la voit. Et ben voilà. Et Alan, si tu veux bien, écoutons Adama Diouf. Le département de Kaffrine fait 2112 km², 208 000 habitants pratiquement. C'est un département qui est très riche en ressources agricoles. On l'appelle d'ailleurs le bassin agricole du Sénégal. Toutes les spéculations y sont développées. C'est un peu sa force. Un potentiel foncier extrêmement important, avec des ressources agricoles, je le disais tantôt, l'élevage, l'agriculture, toutes les céréales. C'est un département très riche sur lesquels véritablement tout l'espoir du pays est fondé pour la promotion d'une agriculture intelligente, d'une agriculture émergente. Le PSE, le plan Sénégal émergent, a de ce point de vue une opportunité pour créer la richesse dans ce pays. Nous avons maintenant des contraintes. C'est le fait que malgré les quantités de pluie qui tombent, on a un problème de maîtrise parce que c'est une agriculture sur pluie. Il suffit qu'il y ait des petits aléas de sécheresse pour qu'on ait des soucis pour nos productions agricoles. Donc on a un problème de maîtrise de l'eau. Le deuxième problème, c'est l'accès à l'énergie. Le département de Kaffrine, globalement parlant, est couvert environ à 48% de taux d'électrification. Donc on n'a pas atteint la moyenne. Or, moi je suis convaincu que nous avons deux indicateurs sur lesquels nous devons insister pour l'émergence économique de notre département. C'est l'énergie, la maîtrise de l'énergie et les voies de communication. Parce que c'est important de relever le niveau de vie des populations, avoir du courant en suffisance. Relever le niveau de vie signifie avoir une télévision, avoir des frigos. Ça, c'est important à ce XXIe siècle. Et également des voies de communication pour écouler les marchandises, faire des va-et-vient, parce que la région de Kaffrine, et le département de Kaffrine en particulier, a également des échanges commerciaux extrêmement importants. Si bien que le département, évidemment, a mis en place des projets très importants. Le département de Kaffrine. Nous avons aujourd'hui un partenariat dynamique avec SEN3, SENE3, c'est Sénégal, énergie, eau et environnement. Un projet avec la coopération canadienne et la coopération belge qui nous va nous mobiliser 4 milliards, où il est attendu des collectivités territoriales 215 milliards de contributions. Et ça, on l'a fait avec le département du Nioro-du-Rip dans le cadre d'une entente départementale. Et sous ce rapport-là, c'est en cours de formulation et nous sommes très avancés. Le deuxième projet sur lequel nous devons insister, l'ARF, l'Association internationale des régions francophones. Les départements du Sénégal, comme les anciennes régions, ont 9 domaines de compétences. L'éducation, la santé, la jeunesse, sport, la culture, l'aménagement du territoire, les domaines, l'urbanisme, l'habitat, 9 domaines de compétences. Maintenant, il y a des compétences spécifiques. Nous sommes compétents de façon spécifique au niveau des lycées et collèges, des établissements de santé niveau 1 et niveau 2, et tout ce qui est politique de développement,
de façon globale. C'est ça les compétences que les départements ont. Maintenant, à l'intérieur, l'environnement, je l'ai évoqué tout à l'heure. Quand on parle d'environnement, c'est tout ce qui est espace énergétique, tout ce qui est ressources naturelles, tout ce qui est parcs, eaux et forêts, bref, les départements, voilà leurs compétences. Et du point de vue de leur gestion maintenant, nous avons des ressources qui nous sont transférées par l'État. 70% des fonds de dotation de la décentralisation servent à compenser, à aider, à prendre en charge les compétences qui nous sont transférées. Et sous ce rapport-là, les plans départementaux de développement, chacun selon ses spécificités. Si vous allez à Kaffrine, par exemple, zone assez traversée par la forêt et les questions climatiques, l'environnement et l'énergie restent nos préoccupations majeures. Si vous allez dans la zone sud, c'est la préoccupation de la mangrove et les questions d'arboriculture. Si vous allez à l'est, c'est les problématiques de lait, de questions pastorales, parce que c'est la zone d'élevage. Donc, selon les localités, ils bâtissent leur plan de développement en fonction de leurs problématiques. Dans notre région, particulièrement dans le département de Kaffrine, c'est les questions environnementales, les questions énergétiques, les questions de transport, de mobilité urbaine et rurale qui restent nos préoccupations majeures. Et ceci, tu le vois dans le plan départemental de développement économique. C'est un plan qui est glissant. Tous les 3 ans, nous faisons la révision pour un peu intégrer les nouvelles données. Récemment, c'est la problématique de l'immigration des jeunes, la problématique de l'employabilité qu'on a intégrée comme étant une nouvelle problématique véritablement sur laquelle le département de Kaffrine doit s'y pencher avec l'ensemble des départements de la région d'ailleurs, département de Birkelane, de Malem et de Koungheul, parce que c'est une problématique globale qui nous interpelle globalement, généralement de façon globale. Donc c'est un peu ce que je voulais dire en termes de prise en charge en tant que département de Kaffrine, les préoccupations sur lesquelles je voudrais insister. Diouf pour cette vidéo et qui a bien montré la diversité de la problématique, c'est-à-dire que l'énergie, c'est pas l'énergie en elle-même, c'est l'énergie pour quelque chose. Bertrand Walkner, bonjour, vous êtes directeur général délégué de l'AFD, donc on a parlé de vous déjà beaucoup ce matin, en fait, hein, puisque vous êtes un acteur aussi majeur du financement. L'AFD, c'est l'Agence française de développement. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, cette problématique de l'énergie? Est-ce que c'est quelque chose qui est focusé à l'AFD? Comment vous voyez ça? Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, Monsieur le Président Boll. Bonjour, Monsieur le Ministre Diouf. Et bonjour, Mesdames et Messieurs les représentants des collectivités qui nous suivaient. Alors peut-être 5 commentaires en réaction notamment aux propos du ministre Diouf qui adressait un panorama très complet des problématiques de développement de la région de Kaffrine. Le premier, c'est que nous partageons cette conviction et ce constat de terrain que la problématique de l'énergie est absolument indispensable pour le développement d'un territoire, d'une région et plus largement d'un pays. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, 700 millions de personnes n'ont pas accès à l'énergie encore aujourd'hui, et que si l'énergie en tant que telle n'est pas une fin en soi, les applications qui découlent de l'énergie, le froid, la lumière, les communications, l'éducation aussi, dans une certaine mesure, les activités commerciales sont évidemment absolument indispensables pour le développement d'une région, pour le développement d'un territoire, pour les opportunités économiques qui sont données aux jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, et puis de manière plus générale aux opportunités économiques qui sont données à ce territoire pour se développer. Et c'est la raison pour laquelle le groupe AFD, et merci à l'AIRF d'avoir accepté que nous soyons vos partenaires dans l'organisation de cette journée, c'est la raison pour laquelle le groupe AFD, agence de développement depuis maintenant 60 ans, s'engage de manière très forte et significative dans le secteur de l'énergie. Nous y avons investi 3 milliards d'euros en 2019 sur un total d'activité de 14 milliards d'euros, ce qui vous donne une idée de l'importance que ça représente dans notre portefeuille d'activité. C'est vrai aussi bien de l'AFD qui travaille avec les États, avec les collectivités locales que vous représentez aujourd'hui, que de notre filiale Proparco qui travaille avec les acteurs du privé qui nous suivent également aujourd'hui, et un autre opérateur qui s'appelle Expertise France, qui sera, si le Parlement le valide en mai prochain, une filiale de l'Agence française de développement à compter du mois de juillet prochain. Proparco mobilisant l'expertise. Donc c'est tous ces instruments que le groupe AFD mobilise aujourd'hui au service de l'accès à l'énergie. Mon deuxième point consiste à dire que c'est un secteur d'activité dans lequel les problématiques en matière d'innovation sont absolument fondamentales
et permettent aujourd'hui de trouver des solutions qui n'existaient pas encore il y a une dizaine d'années. Innovation technologique, c'est vrai pour les réseaux, ce qu'on appelle les mini-grids, le développement de réseaux off-grid, c'est vrai pour les batteries en matière d'efficacité énergétique, c'est vrai pour le numérique avec ces nouveaux moyens de paiement financier par mobile qui, conjugués aux solutions technologiques, permettent d'apporter des solutions clés en main dans des territoires qui sont éloignés des villes. C'est vrai également de l'innovation financière. Nous avons par exemple lancé une garantie de paiement en 2020 qui sécurise les investisseurs privés qui développent des projets énergétiques contre le risque de défaut de rachat de cette énergie produite. Finance, technologie, numérique, instruments financiers, tout est en train de converger pour que plus d'investisseurs privés puissent venir appuyer le développement de ces solutions technologiques innovantes en matière d'accès à l'énergie. Troisième enjeu, c'est un enjeu de terrain. Le ministre Diouf l'a bien rappelé dans son propos introductif. Il faut trouver des solutions appropriées pour les territoires, pour les villes, et la problématique du dernier kilomètre est absolument clé. Aujourd'hui, vous avez des villes, notamment en Afrique, qui sont dans une phase d'urbanisation extrêmement significative, dans laquelle la rentabilité, les modèles économiques associés au déploiement de solutions énergétiques sont assez vite trouvés. Les questions sont encore en suspens avec un certain nombre de réponses qui sont en train d'y être apportées pour le fameux enjeu du dernier kilomètre et des solutions énergétiques à apporter aux villages, aux territoires qui ne sont pas à proximité des villes. Quatrième enjeu, l'enjeu de l'approche partenariale. J'en parlais un petit peu en matière d'innovation, on parle de finance, on parle de technologie, on parle de digitalisation. Aucun acteur n'a aujourd'hui la solution tout seul pour y arriver. On a besoin d'entreprises, on a évidemment besoin des acteurs de terrain clés que sont les collectivités locales qui connaissent les besoins, qui connaissent leur territoire, qui savent où sont les priorités et qui savent quels sont les enjeux qui naîtront suite au déploiement énergétique. Et on a besoin de travailler en équipe, finance, technologie, maîtrise d'ouvrage à travers le rôle absolument clé joué par les collectivités locales, et puis entreprises qui apportent tout cet écosystème apportant des solutions qui permettent de répondre aux problématiques envisagées. Enfin, dernier point pour vous parler d'un enjeu de long terme, qui est celui du mix énergétique des pays dans lesquels nous intervenons aujourd'hui, parce que la problématique énergétique aujourd'hui, notamment quand on parle d'énergie renouvelable et d'accès à l'énergie, c'est penser dès à présent les solutions qui sont mises en place aujourd'hui au regard des impacts sur la lutte contre le changement climatique à horizon 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire même un peu plus. Et là, le rôle des gouvernements, et j'ai relevé que le ministre Diouf était ministre conseiller du président de la République du Sénégal, le rôle des gouvernements, le rôle de l'État est évidemment absolument clé pour que les bonnes réglementations, les bonnes incitations permettent d'accompagner le déploiement des enjeux, des solutions énergétiques sur lesquelles, qui sont en cours de développement et sur lesquelles il est possible aujourd'hui d'avancer. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre participation à cette réunion aujourd'hui. Je profite pour saluer l'ADEME, avec qui nous avions organisé en 2020 un appel à projet pour aller chercher en Afrique des solutions innovantes en matière d'accès à l'énergie. J'espère que dans les 10 lauréats que nous avions identifiés, certains auront la possibilité, en partenariat avec des entreprises, avec des collectivités locales, de déployer et de faire passer à l'échelle les solutions qui avaient été repérées. Je salue également la délégation à l'action extérieure des collectivités territoriales, qui est un de nos gros partenaires sur le travail que nous menons avec les collectivités territoriales françaises et africaines. Et enfin, je remercie les représentants des collectivités locales qui sont là aujourd'hui de se mobiliser au service de cette priorité qui a été rappelée en introduction par le président Boll, celle de la francophonie économique. Nous y croyons, c'est au cœur du mandat et de l'ADN de l'Agence française de développement, établissement public qui agit sous mandat du gouvernement français et qui a à cœur de mettre des efforts significatifs dans le déploiement et de l'énergie et de solutions pour résoudre cette difficulté de 700 millions de personnes qui n'y ont pas accès aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, Monsieur Wagner. Alors, vous le savez, on a en finale du format de cette journée une conférence sur le financement
qui honnêtement va être passionnante, parce que là, alors vous avez mobilisé, Bertrand Lachner, pas mal de vos collaborateurs, puisque je crois qu'il y aura 3 personnes de l'AFD qui seront présentes à cette occasion, dont des gens du Fonds mondial de l'énergie. Enfin, je pense que honnêtement, moi, en préparant cette conférence, j'ai beaucoup appris, et donc je vous conseille à tous qui nous écoutez aussi en dehors de participer aux ateliers, comme vous allez sans doute y participer, de bien vous connecter à 16h45 sur cette conférence sur le financement, parce que honnêtement, je pense qu'elle va être passionnante. Donc on voit bien que c'est une question collective et que l'aspect approche de l'énergie, c'est de la collaboration entre différentes personnes. Et ce que je vous propose, c'est d'avoir un exemple avec à la fois l'ANERSOL d'un côté et l'INES de l'autre, qui sont, j'allais dire, j'ai un exemple parfait d'une collaboration qui peut être faite. Et ce que je vous propose, c'est d'écouter l'enregistrement que l'on a fait. Alors, je crois qu'elle est connectée, mais on a préféré là aussi l'enregistrer pour être sûr de ne pas avoir de problématique, de Mariam Sido, qui est la directrice générale de l'ANERSOL, qui est l'Agence nationale de l'énergie solaire au Niger. En fait, l'ANERSOL est une structure qui a été créée en 1965 sous le nom de l'Office national d'énergie solaire, avec à l'époque pour principale mission la recherche-développement sur l'énergie solaire. Et de ces recherches-développement, on acquiert diverses réalisations, dont certaines très performantes, ont conduit en fait à la réalisation à grande échelle pour certains, comme les équipements du type chauffe-eau solaire, la pompe thermodynamique pour l'irrigation, et ça dès les années 1960-1970, voire 1980. Mais comme vous le savez, dans les années 1970 jusqu'à 1980, l'exploitation de la ressource solaire était rare, ce qui fait que les financements dédiés à ce sous-secteur étaient assez rares. Donc, ce qui a fait que la structure a connu des difficultés qui ont conduit à sa restructuration, d'abord en Centre national d'énergie solaire CNES, puis depuis 2018 en Agence nationale d'énergie solaire. Maintenant, pour revenir sur les missions actuelles de l'institution, c'est déjà promouvoir les énergies renouvelables et accompagner les initiatives des politiques publiques dans le domaine de l'énergie solaire. C'est entre autres concevoir, par exemple, mettre en œuvre, évaluer les projets et des programmes de développement des projets des énergies renouvelables. C'est entre autres aussi assurer le contrôle technique des équipements, le contrôle de conformité des installations, c'est faire le renforcement des capacités des acteurs, mais c'est aussi conduire les recherches et développement sur l'énergie solaire. Donc ça, c'est grosso modo ce que je peux dire. Voilà. Mais aussi, l'agence a une mission quelque part d'assistance technique. Assistance technique dans le sens, par exemple, d'élaboration d'études de faisabilité, de préfaisabilité. Ça a été le cas, par exemple, de la centrale d'Agadez, la centrale hybride d'Agadez qui va être bientôt en construction. Donc, nous avons, en collaboration avec l'équipe de la TAF de l'Union européenne, donc, accompagné l'élaboration des études de préfaisabilité, les études de faisabilité. Nous accompagnons des institutions, par exemple, comme la FAO, dans l'implantation de leurs projets. Nous assurons aussi des pilotages de projets. C'est le cas de la composante 1 du projet NESAP sur les kits solaires, qui est un projet de la Banque mondiale. Nous faisons les renforcements des capacités, etc. Voilà ce que je peux dire grosso modo sur la partie en fait réalisation du rôle de l'ANERSOL dans le domaine de l'énergie solaire. Je peux dire donc qu'il y a une certaine amélioration, mais ça reste tout de même dans des niveaux assez bas par rapport au taux de la sous-région. Et c'est par exemple des chiffres comme le taux d'accès à l'électricité, le taux national d'accès qui est de l'ordre de 13,6%. Vous avez en milieu urbain, pour les grandes agglomérations, vous pouvez atteindre jusqu'à 11,48%. Ça, c'est le taux le plus élevé pour les grosses agglomérations. Et quand vous revenez au niveau rural, en milieu rural, vous n'êtes plus qu'à 1,14%. Donc, il y a eu cette désamélioration, mais les taux restent vraiment très bas. Maintenant, il y a aussi le faible
rythme d'électrification qui est là, parce que vous avez environ 23 000 localités, et sur ces 23 000 localités, en 2019, nous n'avons que 868 localités électrifiées. Vous avez une demande qui est en forte croissance. Cette demande est autour de 10 à 15% par an. Vous avez une forte dépendance aussi vis-à-vis de l'international. Alors, les problèmes rencontrés par le Niger dans l'électrification rurale sont multiformes, multidimensionnels. Il y a déjà l'aspect territorialité et typologie de l'habitat, donc qui est là, c'est-à-dire que c'est un pays qui est très vaste, plus d'1 267 000 km². Donc, vous avez une grande partie qui est désertique, une partie nord qui est largement très densifiée. Donc, vous avez ce qui fait que vous avez des disparités importantes d'une région à une autre. Vous avez le faible pouvoir d'achat donc des populations qui est là. Vous avez le problème sécuritaire aussi, malheureusement, depuis quelques années, qui nous envahit, ce qui fait qu'aujourd'hui, plus de 60% de la population vit dans moins de 20% en fait, de l'espace du territoire. Mais vous avez aussi d'autres types en fait, de problématiques qui viennent s'adjoindre à ce que je viens de dire, le problème de territorialité et autres, c'est l'insuffisance dans les capacités de production. Dans l'insuffisance, vous avez déjà la forte dépendance vis-à-vis de l'étranger qui est de l'ordre de 65%. Vous avez un coût élevé aussi, quelque part, de la production, puisque la production est d'origine essentiellement thermique au Niger, donc ce qui fait que les coûts sont élevés. Vous avez en fait une disponibilité d'électricité qui est un peu en fait quelque part chancelante, puisque vous avez une durée moyenne de coupure, certes en baisse depuis quelques années, mais qui reste quand même très élevée, qui est de l'ordre de 247 heures par an. Donc ça, c'est le chiffre de 2019 qui freine un peu l'effort d'industrialisation, etc. Vous avez aussi la forte dépendance vis-à-vis de l'extérieur en termes de mobilisation des ressources qui sont là. À cela, donc à tous ces aspects problématiques, il faut ajouter la croissance rapide quelque part de la demande et la tarification et qui reste élevée. Et vous avez quelques chiffres qui peuvent en fait vous permettre de voir tout ça. Vous avez déjà un taux de croissance de la population de l'ordre de 3,7%, vous avez un taux d'urbanisation de l'ordre de 22,5% et vous avez un taux de croissance de la demande qui est de 10-15%. Tout ça qui vient greffer un peu l'effort, parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais quelque part, cette croissance rapide d'urbanisation de la population, etc., fait que, quelque part, l'effort qui est fait est quelque part masqué. Permettez-moi de revenir un peu sur un partenariat qui nous tient à cœur, qui est le partenariat avec l'Institut national d'énergie solaire, qui est l'INES. Donc cette institution, en fait, cette collaboration, ce partenariat a été en fait créé suite à la signature d'une convention entre les deux institutions, c'est-à-dire l'INES et l'ANRESOL en 2018. Et puis il y avait des engagements, divers types d'engagements tels que développer donc la coopération dans le domaine des énergies solaires. Donc entre les deux pays, il y avait en fait formé des réseaux d'acteurs, il y a beaucoup en fait d'éléments d'axes de collaboration qui étaient en fait insérés. Et l'incidence quelque part immédiate de la signature de cette convention, c'est déjà le soutien, par exemple, de la région Rhône-Alpes qui a permis à des agents de l'ANRESOL d'aller se former au niveau de l'INES. C'est l'appui de l'AFD en termes de soutien pour le partenariat. C'est la mise en place de curricula d'intérêt commun entre l'INES et l'ANRESOL pour former les acteurs du Niger. Donc, par exemple, un exemple, c'est la formation qui est en cours, grâce en tout cas au curricula commun entre l'Agence nationale d'énergie solaire, donc l'ANRESOL et l'INES, pour former les agents de la Nigélec et beaucoup bien d'autres aspects qui sont en cours entre nos deux institutions. Voilà un bel exemple de coopération. Et donc, on parlait de l'INES il y a quelques instants. Donc, je vous présente Marina Ferrari, qui est présidente de l'INES. Bonjour à vous. Donc, je suis, elle ne sait pas qu'elle a tout dit, mais ce qui est intéressant, est-ce que vous pouvez présenter l'INES, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse l'INES autour de cette table.
Bien sûr, avec plaisir. Donc, l'INES, Institut national de l'énergie solaire, est basé au Bourget-du-Lac, en Savoie. Nous sommes aujourd'hui le 3e centre mondial sur le développement des technologies solaires et nous intervenons à la fois dans les thématiques de recherche, mais également de formation et d'expertise. Et c'est notamment, dans le cadre de cette mission de diffusion des connaissances du solaire que nous avons créé et noué ce partenariat avec la NERSol. D'accord. Alors, pouvez nous présenter peut-être les deux personnes qui sont à côté, même si elles ne parlent pas, étant donné qu'on les voit. Oui, ben, vous avez dit tout à l'heure que le développement de l'énergie était une action collective. Alors, nous sommes venus en équipe à l'INES. Alors, vous avez à ma droite notre directeur, Hervé Druon, qui est donc en charge de toute la plateforme formation expertise de l'INES. Et puis, à ma gauche, vous avez Solène Anctin, qui est notre chargée de programme international à l'INES et qui suit particulièrement ce partenariat avec la NERSol. Ok. Alors, l'Afrique et l'INES, c'est quoi votre action et quelles sont vos priorités et vos moyens d'action, en fait? Alors, l'Afrique et l'INES, c'est une histoire qui dure déjà depuis plusieurs années puisque nous intervenons dans de nombreux pays africains. Aujourd'hui, on va vous parler donc de cette coopération avec la NERSol qui s'inscrit dans le cadre d'un programme qui est initié et coordonné par l'AIRF. Donc, j'en profite pour saluer Monsieur de Dessus-le-Moustier, le directeur général de l'AIRF. Et donc, c'est un programme de renforcement des capacités en matière d'électrification rurale. Le ministre Diouf a rappelé l'importance de cette thématique pour les collectivités sahéliennes. Donc, aujourd'hui, nous intervenons dans plusieurs pays, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Sénégal. Je sais que dans les tables rondes cet après-midi, vous aurez un focus sur une action que nous conduisons également au Sénégal. Et donc, nous avons souhaité aujourd'hui, avec Madame Sido, mettre en avant ce partenariat avec la NERSol parce que c'est un des plus aboutis aujourd'hui que nous ayons dans la zone. Et puis aujourd'hui, il y a quand même un parallélisme des formes avec la NERSol et l'INES, puisque la NERSol, ça a été rappelé, est un des acteurs historiques du développement de l'énergie solaire en Afrique. Très bien. Vous avez encore beaucoup de gens que vous pouvez aider, c'est-à-dire en fait d'autres collectivités peuvent faire appel à vous. Comment ça fonctionne? Absolument. Alors peut-être de manière très concrète, Madame Sido l'a rappelé, ce partenariat il s'est tissé au fil des ans. Il a commencé en 2017 par le biais d'une mission de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'implication de la région a été rappelée, c'est extrêmement important. Et puis il s'est concrétisé au fil des ans en 2020 avec une convention tripartite avec l'AFD, la NERSol et INES. Aujourd'hui, nous conduisons des actions très concrètes, de la formation de formateurs, le développement de plateaux techniques, de l'ingénierie pédagogique. Vous voyez qu'il y a d'un côté tout le volet formation technique et puis aussi le volet humain qui est extrêmement important pour nous. Et justement, ce genre de projet a vocation à diffuser sur les pays limitrophes, sur l'Afrique en général. C'est vrai que l'INES est en capacité aujourd'hui de venir en complément et en appui de nombreuses collectivités. Et ça fait partie de nos missions essentielles. Super, merci beaucoup. Donc voilà un bel exemple de coopération, honnêtement, et de coopération internationale. On va passer tout de suite à un des acteurs majeurs, parce que quand on pense énergie nouvelle, on pense à l'ADEME, on l'a cité tout à l'heure, qui est l'Agence nationale de transition énergétique. Fabrice Boissier, bonjour, vous êtes directeur général délégué de l'ADEME, c'est bien ça? Oui. Bonjour. Bonjour à vous. Donc, l'idée, merci de nous avoir rejoints. Petit focus sur l'action de l'ADEME à l'international et notamment sur l'Afrique. Bien, un grand merci d'abord de me recevoir aujourd'hui là, et merci à l'AIRF d'organiser cet événement qui me paraît au cœur de l'actualité et des enjeux du moment et au cœur aussi des enjeux que porte l'ADEME. L'ADEME, nous sommes l'agence de la transition écologique du gouvernement français. Bien sûr, notre action est principalement orientée vers la transition écologique de la France, c'est-à-dire que nous accompagnons les collectivités, les entreprises, les associations, le grand public pour rentrer dans ce monde de la transition écologique qui nécessite de changer complètement nos modes de fonctionnement sociaux, économiques, de production, de consommation, que ce soit sur l'économie circulaire ou sur l'énergie. Et donc, à ce titre, nous avons acquis une énorme expérience et une grande expertise sur tous les sujets liés aux énergies nouvelles. Mais bien sûr, depuis 30 ans que l'ADEME existe, nous ne regardons pas que le périmètre français et nous avons aussi un regard vers l'international. Avec les maigres moyens dont nous disposons, nous avons fait un choix, c'est-à-dire que notre stratégie internationale, on l'a concentrée sur des partenaires qui nous paraissaient essentiels
pour la réussite des enjeux mondiaux de transition écologique et notamment l'accès à l'énergie. Et c'est pour ça que l'Afrique, le continent africain, est notre principale cible pour notre action à l'international. Et dans ce cadre, nous avons pu développer de nombreux partenariats avec des agences homologues dans différents pays africains, de soutien à des projets de développement sur l'énergie ou sur les déchets sur le continent africain, en partenariat avec des associations, que ce soit françaises ou dans les pays africains. Et donc tout ça nous a permis de nous insérer dans un écosystème très dynamique et qui est le vecteur pour relever l'enjeu de la transition écologique sur le continent africain. Et nous, à notre modeste place, nous essayons d'accélérer cette transition à l'échelle du continent africain en faisant le lien entre les acteurs français, les expertises françaises et les besoins locaux et les expertises et les acteurs aussi locaux qui ont des solutions et qui peuvent aussi, en travaillant en partenariat avec des collectivités ou avec des entreprises françaises, aller plus vite, aller plus loin et développer des nouveaux projets. Je voudrais faire un petit focus sur 2 initiatives qu'on a pu prendre en partenariat avec le gouvernement français et l'AFD aussi. Je salue Bertrand Valkener qui est intervenu tout à l'heure. Première initiative, c'est de faire des appels à projets pour développer des solutions innovantes pour l'accès à l'énergie hors réseau. Depuis quelques années, nous avons fait 2 éditions de ces appels à projets et je pense qu'il y a beaucoup de gens connectés qui ont pu être partie prenante de ces projets. On a pu sélectionner ainsi 19 projets en Afrique subsaharienne qui associent des innovations technologiques. Bertrand Valkener en avait parlé, il y a beaucoup de nouvelles possibilités avec les innovations technologiques, mais aussi des innovations sociales et de modèles d'affaires. Il faut absolument que les deux se correspondent pour avoir des développements intéressants. Et leur ancrage dans les territoires d'intervention permet de développer des initiatives, des modèles d'affaires, des petites entreprises, de l'accès à l'énergie pour des collectifs, soit agricoles, soit des villages, soit des entreprises. Et on voit un formidable développement qui s'appuie aussi, bien sûr, sur le numérique pour développer des services. Le solaire est bien sûr en première place dans les solutions énergétiques, mais il n'y a pas que ça. Je voudrais par exemple signaler qu'on a soutenu des projets pour la valorisation énergétique des déchets, par exemple des biodigesteurs qui permettent de produire du gaz qui peut être valorisé énergétiquement et qui peut être développé très, très localement à petite échelle. Et donc, tous ces modèles nous ont permis de pointer aussi le fait que, au-delà de la technologie et de l'adéquation avec les besoins, il y avait des freins encore à lever, des freins réglementaires, des freins financiers, et que notamment les mécanismes de soutien financier sont encore limités quand on veut développer des projets de faible montant. Les grandes agences de financement vont s'intéresser aux gros projets, mais sur les petits projets, il reste encore des zones blanches, et c'est là où d'autres acteurs peuvent intervenir, notamment les collectivités. Alors, pour essayer de lever ces freins, la deuxième initiative que je voudrais évoquer, c'est un travail qu'on a fait avec les acteurs français de l'accès à l'énergie, un travail avec plusieurs dizaines de partenaires, pour essayer d'écrire un livre blanc que nous avons publié à l'automne 2020, qui montre les possibilités, le savoir-faire français pour accompagner les acteurs africains, mais aussi qui met en avant les points qui restent à lever et qui permettent d'avancer plus vite. Et dans les recommandations, le rôle des collectivités apparaît comme essentiel sur plusieurs aspects. Le premier, c'est d'abord le dimensionnement des projets qui sont menés sur place. On est sur des territoires qui souvent ont des dynamiques de développement extraordinaires, et donc un projet ne va pouvoir trouver son marché que s'il travaille en dialogue avec les collectivités pour s'assurer qu'il est dans la bonne dynamique et à la bonne échelle par rapport aux perspectives de développement. Ensuite, c'est la pérennité. Quand on fait un projet, qu'il soit économique, social, territorial, si la collectivité n'est pas impliquée d'une manière ou d'une autre, on a un risque fort que le projet se délite au bout d'un moment quand les fondateurs ne seront plus aux manettes, s'il y a des besoins de formation pour assurer les maintiens des technologies, on a besoin d'une infrastructure institutionnelle qui permet que tout ça fonctionne. Et puis enfin, troisième angle où les collectivités sont essentielles, c'est l'appropriation des projets par les bénéficiaires pour leur réplication. Il est essentiel que les petits projets qui soient menés se répliquent en tâche d'huile pour toucher l'ensemble des bénéficiaires possibles. Et donc, ces recommandations faites dans le livre blanc, elles nous paraissent devoir
susciter des nouvelles actions, et je pense que le colloque d'aujourd'hui est une formidable opportunité pour que les acteurs se parlent, qui lèvent des freins, qui trouvent des nouvelles solutions, et nous essaierons, dans la mesure du possible, à l'ADEME, de poursuivre notre accompagnement, soit par des appels à projets, soit par des relations institutionnelles qui permettront de continuer à avancer. Et voilà, Merci, donc nous restons... merci Fabrice Boissier, merci. Excusez-moi, on est un peu effectivement pris par le temps. Alors, je vous resignale pour ceux qui sont dans la plateforme que l'ADEME, il me semble, a un espace exposant entre guillemets dont on va parler dans quelques instants, et que vous pouvez poser des questions en fait à Fabrice Boissier et ses équipes, hein, si vous avez des interrogations ou des questions qui pouvaient vous rendre service, tout simplement. Merci. On va terminer cette séquence d'ouverture avec Mounir Mouakar. Bonjour, Monsieur le Président de la CPCCAF, de la conférence permanente des chambres consulaires d'Afrique francophone. Ravi de vous revoir. Ça fait un certain temps que je ne vous avais pas vu, Monsieur Mouakar. Vous êtes aussi président de la CCI de Tunis. Et alors, vous avez mis au point un programme un peu spécifique aussi sur le sujet qui s'appelle, je crois, Archipelago, c'est ça? Merci beaucoup Marc, merci pour cette invitation. Je suis très honoré d'être là parmi vous. Bien peut-être, je voulais déjà remercier l'AIRF, le président Wauquiez, de nous avoir invités, et vous-même Marc, vous nous avez invités pour participer à cet important séminaire très très important. Moi, je souhaite tout simplement remercier également le président Boll et le président Diouf d'avoir cité la francophonie économique qui est au cœur de l'activité de la CPCCAF. Et juste pour rappel, la CPCCAF, c'est l'association des chambres consulaires francophones africaines qui a été constituée en 1973 par 3 présidents, Pompidou Houphouët-Boigny et Sédar Senghor à l'époque, pour le développement de ce qu'on appelle actuellement la francophonie économique. Notre rôle, bien sûr, en plus d'Archipelago, qui est un projet de développement financé par l'Union européenne de coopération, orienté quand même vers la formation professionnelle, la CPCCAF œuvre pour le développement des relations entre les pays africains et les pays francophones, notamment, bien sûr, la France, pour le développement des relations économiques importantes. Bon, le thème d'aujourd'hui est un thème qui est extrêmement très important, l'accès à l'énergie, les énergies non renouvelables, et je pense que tous les intervenants, les spécialistes de l'énergie qui ont parlé avant moi ont bien évoqué la question, l'énergie, le mix énergie entre les différentes opportunités. Moi, ce que je souhaite dire peut-être à mes amis qui sont ici présents, c'est que bien sûr, l'Afrique en général regorge de sources qui ne sont pas tout à fait bien exploitées. Et je veux citer notamment le soleil qui pratiquement 320 jours, nous avons dans tous les pays africains 320 jours par an de soleil. Et une autre source qui me paraît importante qui est l'énergie thermique. Et l'Afrique également, elle dispose du plus grand réseau de fleuves et des opportunités thermiques qui existent et qui permettent réellement de faire de l'énergie, des nouvelles énergies et l'énergie verte, une véritable opportunité pour son développement. Bien entendu, on ne peut pas envisager un développement quel qu'il soit sans avoir une énergie. Et l'énergie, comme disait tout à l'heure le président Valkener, le dernier kilomètre, c'est très très important. Il faut que l'énergie arrive aux citoyens, à l'ensemble de la population africaine, et cela permet, c'est pas l'énergie en tant que soi, parce que si je cite un des objectifs de l'ODD, le numéro 7, qui est garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et à un coût abordable, il me semble c'est un des objectifs du développement durable, qui est permettre l'accès de l'énergie à l'ensemble de la population. Et en ce qui nous concerne en tant que structure économique et orientée vers les PME, orienter quand même l'énergie pour les industriels, les commerçants et le secteur économique de façon générale, ça permet de réduire le coût, d'améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises africaines. Ça me paraît extrêmement important. Ce qui se
traduira bien entendu pour la population et une baisse des coûts de la vie. Donc, il me semble. Merci, monsieur. Oui, merci. Oui. Il atteint les 4 minutes déjà. L'énergie au cœur du développement économique, je pense que effectivement c'est un point important. Alors je félicite en tout cas le président Ouakkar pour aussi la gestion du programme européen de formation archipélago, dont on reparlera d'ailleurs à d'autres moments en fait dans cette journée. En tout cas, c'est vrai que la coopération économique est essentielle, je pense, aussi dans cette journée entre les acteurs publics et les acteurs privés. Voilà, je suis désolé, on a pris un peu de retard. Hein. Alors, je m'excuse auprès de ceux qui vont faire le premier atelier qui aurait dû commencer et qui sont dans la salle d'attente. Donc, le premier atelier qui est sur l'éclairage public solaire qui sera de 11h15 à midi, donc 11h15 maintenant 11h20, puisque ça sera dans une minute à midi. Je rappelle à tous ceux qui sont connectés que la plateforme des rencontres Africa sur laquelle vous êtes là en train de nous écouter a différents boutons. Et pour les collectivités territoriales, vous avez un bouton qui permet, quand vous êtes une entreprise, de voir toutes les collectivités qui sont connectées et dans lequel, si vous cliquez sur la collectivité, vous avez aussi des interlocuteurs. Si vous êtes une collectivité territoriale, vous avez l'annuaire de toutes les entreprises qui vont pitcher aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à leur poser des questions. L'idée qu'on a dans cette plateforme, c'est bien sûr de vous mettre en contact. Et la plateforme digitale, ça sert à ça. Vous avez vu qu'il y a le programme, vous êtes sur le live, donc vous voyez bien sur le live. Je vous rappelle à tous que c'est pendant 4 semaines que vous pourrez encore vous connecter et vous pourrez récupérer les coordonnées de chacun et vous pourrez échanger sur la plateforme. Donc, ne perdez pas le lien de connexion de la plateforme. Ça va bien sûr continuer pendant 4 semaines et de toute façon, on vous enverra aussi les coordonnées de chacun. Comme ça sera... donc, tout le monde aura les coordonnées de tout le monde. Comme ça sera aussi plus simple. Voilà pour cette conférence d'ouverture. Merci à vous tous d'y avoir participé.